Regardez ce que les orques ont inventé. Ce phoque pensait être l'animal le plus intelligent du coin. Il est monté sur la glace pour que les orques ne puissent pas l'atteindre. Mais il ignorait que les orques ont appris à faire des vagues pour faire tomber les petits malins de la glace. Et si le bloc de glace est trop gros, elles le brisent tout simplement, comme le montre cette vidéo. Le plan des phoques a échoué, ils n'ont pas réussi à déjouer les orques. Mais bien d'autres animaux comme les tortues, les canards, les cerfs, les crapauds, les iguanes et plus encore utilisent leur intelligence pour tromper les prédateurs. Vous vous demandez si ça fonctionne? Regardez jusqu'à la fin. Voici une biche cochon, un animal endémique des jungles africaines, proche des antilopes, des porcs, des cerfs et même des bisons. C'est pourtant difficile à croire car cet animal se distingue par sa taille, il ne dépasse pas 35 cm au garrot. Étonnamment, sa petite taille constitue un avantage lorsqu'il s'agit d'échapper à l'attention d'un aigle massif. Imaginez, cet animal peut retenir sa respiration avant de plonger et même nager sous l'eau. La biche cochon vit en plaine dans les forêts tropicales où elle a tendance à rester près des rivières et des ruisseaux. Elle ne s'éloigne jamais à plus de 250 mètres de l'eau car elle sait que c'est sa planche de salut. La biche cochon est une proie facile pour les prédateurs qui partagent son habitat. Il n'est pas étonnant que les prédateurs la prennent pour cible, étant donné qu'elle ne possède aucun moyen de défense. Sa stratégie de survie consiste à plonger dans l'eau, mais elle fait ça à la perfection. Elle commence par se cacher dans l'eau, tout simplement. Mais si les choses empirent, elle s'immerge complètement pour se mettre à l'abri des regards. Or, il y a beaucoup d'eau dans son habitat, ce qui lui permet de pouvoir plonger à un endroit et de réapparaître ailleurs, loin du prédateur. Aussi expérimenté que soit le chasseur, deviner de quel côté sa cible va s'enfuir est presque impossible. La biche cochon n'est pas le seul animal à employer cette stratégie astucieuse. Deux espèces de cerfs-souris asiatiques emploient la même technique. Dans les régions rurales d'Indonésie, on a toujours dit que les cerfs-souris, lorsqu'ils sont poursuivis par un chien, plongent dans l'eau, et ils le font même en l'absence de danger. Au cours d'une étude, l'un de ces cerfs-souris s'est mis à nager sous l'eau simplement car des scientifiques le regardaient. Au cours de l'heure qui a suivi, l'équipe l'a vu refaire surface 4 ou 5 fois en essayant de rester invisible. Même en admettant qu'il soit remonté plusieurs fois pour respirer, sans que les chercheurs ne s'en aperçoivent, il est clair que cet animal peut retenir sa respiration pendant plus de 5 minutes. Sachant que les petits animaux subissent une forte poussée d'adrénaline lorsqu'ils retiennent leur souffle, 5 minutes c'est très long. Quand on étudie les méthodes de survie des animaux, on se rend vite compte que l'eau vient souvent à la rescousse des proies. Prenons l'exemple des tigres, ces puissants chasseurs qui ne manquent ni de précision ni d'agilité. Étonnamment, leur talon d'Achille semble être les canards. Steve a trouvé un grand nombre de témoignages, pas un ou deux, mais tout un tas. Il existe de nombreuses histoires de ce type. Un canard va s'abreuver dans le trou d'eau d'un tigre, et alors que le prédateur s'imagine voir une proie facile, le canard réussit à lui échapper. Il plonge vivement chaque fois que le tigre s'élance vers lui. Encore et encore. Le prédateur perplexe ne peut que regarder avec étonnement. Mais où est-il passé? Comment expliquer ce phénomène, sachant que les tigres sont d'habiles nageurs? Clarifions. Un tigre peut nager à une vitesse d'environ 6 km/h. Étonnamment, les canards, bien que plus petits, ne sont pas en reste. Leur vitesse de croisière varie de 3 à 9 km/h selon l'espèce. Mais la différence essentielle, c'est que les tigres n'aiment pas les bains autant que les canards. Ils peuvent se jeter à l'eau si c'est nécessaire, mais ils préfèrent garder la tête sèche. Les canards, eux, n'ont aucun scrupule à se mouiller, et ils peuvent retenir leur souffle pendant 20, 30, voire 50 secondes. Se cacher au fond d'un étang n'est donc pas une mauvaise idée pour un canard. Maintenant, regardez ce crapaud. Si vous trouvez qu'il ressemble un peu à un caillou, eh bien, vous avez raison. Et il utilise cette caractéristique à son avantage lorsqu'il est confronté à un prédateur. Lorsqu'il se sent menacé, il fait quelque chose de très amusant. Il rentre les pattes, il replie le cou et il se roule en boule. Oui, il se transforme en caillou. Et comme il fréquente des zones pentues, il dévale si vite que les prédateurs ne se rendent même pas compte que leur repas vient de leur échapper. Sa couleur noirâtre gris très foncé se confond avec les rochers sablonneux.
Ça permet au crapaud de se rendre pour ainsi dire invisible, un excellent moyen de défense. Seulement, ses principaux prédateurs sont les araignées et les serpents, et un simple déguisement ne suffit pas à les abuser. Ils sont grands, rapides et féroces. Le crapaud se transforme donc en caillou roulant pour s'enfuir à toute allure. Pour y parvenir, il a dû faire des concessions. Il n'est pas le meilleur nageur qui soit, ni champion de saut. Mais grâce à son corps unique, il encaisse les chocs comme si de rien n'était. Un crapaud ordinaire ne pourrait sans doute pas descendre une pente aussi raide. Mais non seulement celui-ci survit, il est encore assez gaillard pour pouvoir se glisser dans une fissure. Il faut dire que grâce à sa descente rapide, il dispose de quelques minutes d'avance. Pourtant, parfois, pour se cacher d'un prédateur, il suffit de rester parfaitement immobile. Vous avez sûrement vu cette technique dans des films d'horreur. Si on ne bouge pas, le monstre passe à côté sans nous remarquer. Étonnamment, cette stratégie n'est pas une invention, elle fonctionne dans le monde réel. Regardez ce bébé iguane marin né sur une plage des Galapagos. Dès sa naissance, il se rend compte que le monde est un champ de mines. Enfin, pas littéralement, mais le rivage où il est né grouille de serpents affamés. Chacun de ces serpents a les yeux rivés sur l'iguane, espérant qu'il lui serve de déjeuner ou de dîner. Le petit iguane, qui vient de naître, n'a que 2 tours dans son sac. Le premier, c'est son intelligence. Les serpents ont une mauvaise vue, mais ils sont passés maîtres dans l'art de détecter les mouvements. Ainsi, lorsqu'un serpent approche, l'iguane reste immobile, figé comme s'il avait oublié de respirer. Le serpent passe à côté, ignorant que son dîner se trouve à 50 cm de lui. Bien sûr, l'iguane ne peut pas rester immobile indéfiniment. Tôt ou tard, il devra quitter la plage et trouver de la nourriture. Il fait alors appel à ses autres atouts, la vitesse et l'agilité. Ce qui se passe alors ressemble à une scène de film d'action hollywoodien. Attirés par l'agitation, plusieurs serpents sortent des rochers, prêts à se mettre en chasse. L'iguane s'élance, il esquive, mais à plusieurs reprises, il semble que la partie soit finie pour lui. Que nenni, il parvient à déjouer les prédateurs. Oh, et devinez quoi? L'iguane de la vidéo est en réalité jouée par plusieurs iguanes. Les équipes de Planet Earth 2 n'ont pas été tout à fait honnêtes avec les spectateurs. Et le comble, c'est que cette scène a été récompensée par un prix BAFTA en 2017. C'est un peu gênant. Mais ça ne change rien au fait que les iguanes sont plus malins que ces serpents sournois. Sans quoi, ils auraient fini dans leur assiette. J'essaie toujours de comprendre ce qui se passe exactement dans cette vidéo. On peut voir que la tête du serpent est coincée dans la carapace de la tortue et que le serpent panique et n'arrive pas à se dégager. Vous le savez, les serpents et les tortues ont une relation compliquée. Ils ont vite fait de passer du rôle de chasseur à celui de proie et vice-versa. Alors, il est arrivé quoi à ces deux animaux? Il n'y a que 2 scénarios possibles. La tortue était peut-être rentrée dans sa carapace et le serpent qui essayait de mordre sa tête vulnérable s'est retrouvé coincé car l'ouverture n'était pas tout à fait à sa taille. Résultat, tous 2 se sont retrouvés enfermés dans la carapace et ça doit pas les réjouir. La seconde théorie veut que la tortue ait elle-même mordu la tête du serpent et qu'elle est entraînée à l'intérieur de la carapace. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt malin. Le serpent est effrayé au point que même s'il avait eu l'intention de mordre, ça lui est sorti de la tête. Pas facile de penser à de la nourriture quand on a la tête dans une tortue. Spoiler, à la fin de la vidéo, le serpent se libère et parvient à s'éloigner. Et devinez quoi? Il a eu beaucoup de chance car il n'a pas été blessé. Les tortues n'ont pas de dents pointues, mais la nature les a dotées de mâchoires puissantes. Et pas seulement les tortues géantes qui peuvent briser un manche à balai. Même les tortues de Floride, un animal de compagnie très populaire, peuvent causer de graves blessures. Leur morsure est douloureuse et vos doigts risquent de s'en souvenir longtemps. De plus, la morsure d'une tortue est assez puissante pour couper en 2 un petit serpent. Est-ce que les serpents sont au courant? À mon avis, oui. Mais si un serpent sort vainqueur d'un affrontement avec une tortue, il peut transformer son adversaire vaincu en nid. En avril 2021, des habitants du comté de Geneva, en Alabama, ont fait une étrange découverte alors qu'ils effectuaient des travaux d'aménagement paysager. Ce qui semblait être un drôle d'œuf de dinosaure s'est avéré être une paire d'œufs de serpent douillettement installés dans la carapace d'une petite tortue morte.
En général, les mamans serpents enterrent leurs œufs dans de la terre meuble ou dans un tronc d'arbre pourri. Mais ce serpent-là pensait apparemment être tombé sur un endroit plus sûr. Ça peut se comprendre, la carapace d'une tortue est plutôt solide et ça semble confortable. Les relations entre crabes et raies sont également intéressantes. Les crabes ont une carapace dure, mais ils ne chassent pas les raies. Les raies, quant à elles, ont un goût prononcé pour les crabes qui ont récemment mué. Leur carapace n'a pas encore eu le temps de durcir, ils constituent donc le parfait casse-croûte. Pas besoin de se fatiguer pour les manger. C'est un peu comme quand on déguste des huîtres. La raie glisse au-dessus du crabe qu'elle veut manger et elle l'aspire dans sa bouche. En général, elle aspire et recrache le même crabe plusieurs fois pour en savourer toute la chair. À la fin, il ne reste qu'une carapace vide que la raie jette avec désinvolture. Après quoi, elle reprend sa route. Une raie de 4 mètres de long peut engloutir 50 crabes par jour. Étonnamment, non seulement les crabes sont conscients de la présence d'un prédateur, mais ils semblent savoir lequel d'entre eux est en danger. Ils semblent donner un coup de pince à leurs congénères, c'est comme s'ils le faisaient exprès. Les crabes forment aussi des pyramides vivantes. Au sommet se trouvent les crabes à carapace dure, tandis que les nouveaux crabes à carapace molle trouvent refuge à l'intérieur de la pyramide. Ainsi, la raie ne peut pas atteindre les crabes mous, et ça vaut pas la peine de gaspiller de l'énergie à briser la carapace coriace des autres crabes. Des membres d'une équipe de la BBC Earth ont eu un fou rire lorsqu'un crabe craintif à la carapace délicate a cherché refuge sous leur robot crabe. Il devait avoir l'habitude que ses congénères lui offrent leur protection. Et étrangement, tout s'est bien passé. Le crabe ne s'est sans doute même pas rendu compte de l'étrangeté du robot crabe. En fait, à un moment donné, d'autres crabes ont semblé penser que le robot crabe avait besoin d'aide et ils ont commencé à former une pyramide vivante autour de lui. Entre nous, c'est tout simplement adorable. Pendant que les crabes se serrent les pinces, les échidnés préfèrent faire cavalier seuls. Pourtant, ils peuvent tenir tête à toute une bande de dingos. Les échidnés sont des mammifères naturellement solitaires. L'évolution les a dotés d'une fourrure résistante et d'épines solides. En fait, c'est des poils très durs, constitués de kératine, comme la fourrure, les griffes des animaux et les ongles des humains. Mais malgré leur équipement, les échidnés sont des créatures assez nerveuses. Dès qu'ils sentent un danger, leur premier réflexe est de plonger sous terre grâce à leurs fortes pattes avant fouisseuses, tout en donnant du fil à retordre aux prédateurs qui tenteraient de les en sortir. Comment? Grâce à leurs épines, bien sûr. Et si un échidné ne peut pas creuser, il se roule en boule, un peu comme un hérisson. Là encore, leurs épines les protègent efficacement. Les échidnés doivent se méfier d'un grand nombre de menaces, chats sauvages, renards et dingos. Mais lorsqu'ils se mettent en boule, il est presque impossible de les atteindre. Face à un prédateur coriace, ils fléchissent leurs muscles dorsaux pour faire ressortir davantage leurs épines acérées. Les dingos tentent de mordiller leur proie une fois ou deux, mais ils finissent par abandonner. On parle pourtant d'une meute de dingos, des animaux capables de s'en prendre à un taureau. Mais un échidné est bien plus fort qu'un taureau, il a des épines lui. Et même si c'est pas un porc-épic, les épines d'un échidné sont suffisamment acérées pour que les prédateurs y réfléchissent à 2 fois. Même s'ils sont toute une meute. Maintenant, que faire quand on est un simple manchot qui a été pris pour cible par un pétrel géant? Cette bande de pétrels géants, s'attaquant à un manchot royal et le dévorant vivant, montre à quel point ces oiseaux peuvent être féroces. Même un manchot adulte peut servir de repas à une bande de pétrels. Quant à un petit manchot isolé, un pétrel suffit. Et si ce manchot est plus petit que la moyenne, il n'y a pas d'échappatoire possible. Les pétrels sont très intelligents, ils s'attaquent aux proies les plus faciles. Pourquoi gaspiller de l'énergie à s'en prendre à un gros oiseau alors qu'il y en a un petit à côté? Mais ce petit bonhomme dispose de sacrés atouts. Il parvient à échapper à son agresseur. Le pétrel n'a pu s'emparer que d'un peu de duvet. Étrangement, le jeune manchot ne court pas vers ses parents. C'est parce que l'adulte à côté de lui n'est ni sa mère ni son père. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment il essaie d'éloigner le poussin en lui donnant des coups de bec. Il semble même vouloir s'éloigner et laisser le poussin se débrouiller seul. Pourquoi? Et tout simplement car c'est pas son problème, il n'est pas responsable. Cependant, le poussin sait bien que c'est sa seule chance de survie.
Il s'accroche alors désespérément à l'adulte, jouant presque à cache-cache en tournant autour pour s'isoler du prédateur. Ce jeu est mortellement dangereux et il est très difficile d'en sortir vainqueur, mais le poussin a beaucoup de chance. Le pétrel finit par se désintéresser de lui et il décide de se rabattre sur une charogne. Les manchots royaux sont pas les seuls à être dérangés par les pétrels géants. Prenons l'exemple des manchots papous. Ils sont tout petits, ce qui en fait des cibles de choix pour les prédateurs affamés. Et évidemment, les pétrels s'attaquent aux poussins les plus petits et les plus frêles. Ils ont une préférence pour la partie la plus vulnérable du poussin, la base de sa tête. Cet endroit est dépourvu d'une couche protectrice de graisse et de muscles, ce qui en fait une cible facile pour ces oiseaux implacables. Dans un tel affrontement, le poussin n'a aucune chance. Les pétrels sont plus grands, plus lourds, et ils se comportent comme s'ils étaient en mode berserk. Mais un coup de théâtre survient. Le papa manchot intervient. Il s'approche et il aide le poussin à se libérer de l'emprise mortelle du pétrel. Regardez ça, ses ailes inaptes au vol se révèlent très utiles dans une bagarre. Vous aviez imaginé que vous verriez un jour un manchot faire des prises de karaté. Alors, à quoi ça sert, ces machins? Wow. Que peut faire une fourmi tisserande lorsqu'elle est attaquée par une fourmi géante des forêts, l'une des plus grandes fourmis du monde? Les soldats peuvent mesurer jusqu'à 3 cm, tandis que les fourmis tisserandes ne mesurent qu'1 cm. Elles jouent clairement pas dans la même catégorie. Tant que la fourmi tisserande reste hors de portée de morsure de la fourmi géante, elle est en sécurité. Mais si cette dernière lui met la patte dessus, elle peut la couper en deux. Une seule chose l'en empêche. La fourmi tisserande tient fermement les antennes de la fourmi géante, le seul endroit que ses mandibules ne peuvent pas atteindre. C'est très intelligent. Qui plus est, elle a laissé une piste de phéromones afin de prévenir ses camarades. Celle-ci envoie alors une sorte d'équipe d'intervention rapide. Une fois les renforts arrivés, le combat se révèle plutôt inégal. Ce qui est très surprenant compte tenu de la différence de taille. Vu de côté, on a l'impression que les petites fourmis retiennent la grande pour l'empêcher de s'enfuir. Mais en réalité, elles la mordent encore et encore, la blessant sérieusement et l'aspergeant par-dessus le marché d'acide stocké dans leur abdomen. Mais c'est pas pour blesser leur ennemi. Cet acide, en quantité suffisante, ramollit la carapace de la fourmi géante des forêts, ce qui la rend facile à déchirer. Il suffit de patienter un peu, et c'est exactement ce que font les fourmis tisserandes, maintenant que leur adversaire est coincé. Elles savent que personne ne viendra à la rescousse de la fourmi géante, devenue leur proie. Ces grosses fourmis chassent seules et ne laissent donc pas de traces derrière elles. Un choix qu'elles doivent regretter amèrement. Voilà pourquoi il faut toujours prévenir sa famille et ses amis quand on va se promener seul. Chèvre de montagne contre puma. Lorsque Dame Nature a créé les chèvres de montagne, elle s'attendait pas à ce qu'elles aient besoin de fuir qui que ce soit. Leur corps est conçu pour jouer les équilibristes. Les scientifiques ont d'ailleurs déterminé que la principale cause de mortalité de ces animaux, c'est leur environnement riche en pentes raides et non les prédateurs. En d'autres termes, elles risquent davantage de faire une chute mortelle que de tomber sur un prédateur suffisamment audacieux pour escalader ces pentes traîtresses. Lorsqu'une chèvre se retrouve face à un puma, elle s'enfuit pas comme le feraient d'autres animaux. Elle se contente d'assurer sa prise sur les rochers. Parfois, elle s'en prend même au félin affamé, essayant de le faire basculer dans le vide. Le puma se retrouve dans une situation délicate. Un faux pas et il tombera du haut de la falaise ou sera embroché par des cornes acérées. Finalement, le prédateur n'a d'autre choix que de partir à la recherche d'un repas moins risqué. Attendre que la chèvre glisse et tombe n'est pas à l'ordre du jour. Le puma ne dédaignerait pas un repas de charogne, mais il risquerait de mourir de faim en attendant que ça se produise. Lézard contre lynx. Quand on voit ce lézard pour la première fois, on peut le confondre avec un serpent, car il se faufile partout avec son corps long et lisse, sans pattes. Mais il appartient bien à une famille de lézards uniques dont les membres sont dépourvus de pattes. Cependant, pour le lynx qui traque ce reptile, le fait qu'il ait des pattes ou non ne semble pas avoir d'importance, mais il a tort. Les lynx aiment chasser les serpents et les lézards, mais seuls ces derniers s'en sortent parfois vivants. Comme tout lézard qui se respecte, celui-ci se débarrasse de sa queue et se fige, tandis que la queue continue de se tortiller. Vous voyez l'expression sur le visage du lynx? Il est visiblement surpris.
Et comme tout bon félin, le lynx finit par s'attaquer à la cible mobile, c'est-à-dire la queue. Il s'en va avec son prix dans la gueule, sans réaliser que la confrontation a en réalité eu deux vainqueurs. La queue du lézard repoussera et il pourra poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Roi de l'évasion. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour fuir le danger. En fait, on n'a même pas besoin de cerveau. Voici Stonfia. Quelle beauté, n'est-ce pas? Stonfia est une espèce de petite anémone de mer, le plus simple des invertébrés marins. Cet animal ne possède ni squelette ni cerveau et il se contente de peu. Cette anémone passe sa vie ancrée sur un rocher ou un coquillage à grignoter du plancton et elle semble s'en satisfaire parfaitement. Cependant, les anémones de mer ont quelque chose de fascinant. Elles semblent posséder une sorte de personnalité et elles peuvent même prendre des décisions lorsqu'elles sont confrontées à des situations extrêmes. Vous vous souvenez des cerfs qui s'immobilisent à l'approche d'une voiture? Les anémones de mer ont une longueur d'avance sur eux. Il n'y a pas de voiture sous l'eau, mais elles ont leurs propres prédateurs, les étoiles de mer. Récemment, des chercheurs ont observé un comportement intrigant chez des anémones de mer qui se trouvaient en danger. Lorsqu'une étoile de mer veut manger une anémone, celle-ci quitte son nid douillet, elle se balance dans tous les sens et elle nage au loin. Imaginez que votre plante en pot fasse de même. Après s'être assez éloignée, elle s'accroche à un nouvel emplacement et elle y reste. Je sais, littéralement tous les êtres vivants de la planète, même les plus petites créatures, sont capables d'en faire autant. Mais en l'occurrence, on parle d'un animal dépourvu de cerveau ou de conscience. Dans ces conditions, même cette action apparemment simple semble remarquable. C'est l'équivalent d'accomplir un exploit sportif tout en décrochant un diplôme en physique nucléaire. Tatou contre serpent. Le crotale se sert de son venin pour chasser. Il lui permet d'immobiliser et de tuer ses proies. Il tend généralement une embuscade à sa cible, il la mord, puis l'attend patiemment avant de dévorer son repas, la routine en matière de chasse. Et un tatou ferait un excellent repas pour ce serpent, s'il n'était pas une petite créature blindée qui n'a même pas besoin de faire le moindre effort pour lui échapper. Lorsque le serpent s'élance et tente de mordre le tatou, il se heurte à lui comme à un mur de briques. Selon des études, les crocs du serpent ne font pas le poids face à la peau dure du tatou. Imaginez naître sous la forme d'un serpent. On doit se dire qu'on a touché le gros lot, jusqu'au jour où on rencontre un tatou. Chasseur désemparé. Vous vous souvenez que les lézards se figent parfois pour éviter d'être repérés par un serpent. Il s'avère que les lézards sont pas les seuls à être capables de ce tour de force. Cette grenouille fait la même chose en présence d'un serpent. Elle sait que si elle fait le moindre geste, le serpent la repérera. Mais il y a mieux encore, sur la vidéo, on peut voir quelque chose de surprenant. Le serpent rampe presque sur la grenouille, il la touche même plusieurs fois, mais il ne semble pas réaliser que son repas est devant son nez. Il peut pourtant sentir la grenouille, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à la trouver, alors qu'elle est juste là. À la fin, le serpent abandonne et repart l'estomac vide. Cette grenouille a vraiment des nerfs d'acier. À plus.